bonjour à tous. Bon, vous m'entendez ? Je suis également ravie d'être ici pour passer cette journée avec vous et parler avec vous donc, de travail de nuit et effectivement de prévention. Donc, en ce qui me concerne, et avant de pouvoir bénéficier des divers témoignages des entreprises, de mon côté, je vais vous expliquer un petit peu, poser en quelques minutes le cadre juridique pour qu'on sache tous un peu de quoi on parle quand on parle de travail de nuit, de travailleurs de nuit, et savoir un peu quelles sont les dispositions juridiques qui encadrent cette organisation du travail un peu spécifique qui, comme on le verra tout au long de la journée et comme ça a été dit en introduction, a des répercussions sur la santé des travailleurs. Donc, en ce qui me concerne, je vais donc vous présenter dans un premier temps la démarche générale qu'il va falloir adopter dès lors que du travail de nuit va être mis en place dans les entreprises, parce que même si le travail de nuit n'est pas un risque en soi, c'est un mode d'organisation qui entraîne forcément des risques et par conséquent qui doit être pris en compte dans le cadre de la démarche générale de prévention. Dans un deuxième temps, je vous présenterai quelques dispositions un peu plus juridiques et spécifiques au travail de nuit, afin vraiment qu'on comprenne qu'est-ce que le travail de nuit d'un point de vue juridique, parce que le travail de nuit est quand même encadré par des bornes horaires, et de même que la notion de travailleur de nuit ne peut pas s'appliquer dans tous les cas, donc ça c'est quand même quelque chose à comprendre pour la suite des témoignages qui seront faits tout au long de la journée. Et enfin, quelques mots sur la pénibilité. Ça me paraissait quand même essentiel de dire quelques mots sur le sujet, puisque le travail de nuit est un facteur dit de pénibilité. Donc sans rentrer trop dans les détails pénibilité, on pourra quand même évoquer un peu le sujet. Et je pourrai par la suite répondre à toutes vos questions dans le temps qui est imparti par la suite. Donc, comme ça a été dit, notamment en introduction, c'est vrai qu'on assiste depuis, je crois, une vingtaine d'années à une véritable explosion du travail de nuit. Sauf qu'effectivement, le travail de nuit et plus généralement ce qu'on appelle les horaires atypiques, travail posté, etc., ont des répercussions sur la santé. Donc c'est vrai que c'est un sujet de société important qui donne lieu à de nombreux contentieux, qui est un vivier de litige au cœur de l'actualité. Vous avez certainement dû entendre parler des affaires dites de Sephora sur les Champs-Élysées, les ouvertures en soirée, etc. Donc on assiste vraiment assez régulièrement à des contentieux qui donnent lieu à des jurisprudences. Et c'est pour toutes ces raisons que la réglementation, au fil des années, s'est adaptée au travail de nuit et que, effectivement, on va dire depuis quelques années, notamment depuis 2015 avec la loi Rebsamen, 2016 avec la loi dite El Khomri, puis là avec les ordonnances Macron, le travail de nuit, chaque année, a subi des modifications réglementaires et des évolutions pour que, justement, la réglementation soit le plus adaptée possible à la réalité du terrain. Donc, comme je vous le disais au tout début de mon intervention, je dirais que le point principal à comprendre quand du travail de nuit est mis en place dans une entreprise, c'est que ce travail de nuit doit être pris en compte dans le cadre de la démarche générale de prévention. Comme vous le savez, l'employeur a une obligation de sécurité, donc une obligation de sécurité de résultat, et à ce titre, il doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Donc cette obligation et cette démarche générale de prévention implique qu'il va devoir prendre diverses mesures de prévention, donc en s'appliquant sur ce qu'on appelle les principes généraux de prévention, donc que ce soit des mesures d'information, de formation des salariés, en mettant en place une organisation de travail et des moyens adaptés, en essayant, s'il est vraiment impossible d'organiser le travail de jour dans des horaires dits standards et classiques, il faudra qu'une organisation que l'organisation soit mise en place pour avoir le moins de répercussions néfastes possibles sur les travailleurs. Après, je ne vais pas rentrer dans des exemples de mesures de prévention, parce que je pense qu'on aura de nombreux témoignages tout au long de la journée. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est vraiment le principe général, c'est le travail de nuit à prendre en compte par l'employeur dans le cadre de cette démarche générale. Donc on applique, comme tout mode d'organisation, des principes généraux de prévention. Après, effectivement, d'un point de vue juridique, donc là c'est peut-être l'aspect un peu plus technique juridique, le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques pour tout ce qui est travail de nuit. Et c'est vrai que ces dispositions ont évolué, comme je vous l'ai dit, sur ces dernières années. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la réglementation applicable en matière de travail de nuit, elle est organisée de manière tripartite. Donc, je reviendrai par la suite, si ce n'est pas très clair, avec des exemples concrets pour vous expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le Code du travail, tout simplement, va poser des règles d'ordre public, qui sont vraiment des règles impératives, un socle de garantie minimale à respecter.
Et donc, lorsque le travail de nuit va être mis en place dans une entreprise, notamment via un accord collectif, soit un accord d'entreprise, d'établissement, il faudra nécessairement que cet accord respecte ces règles dites d'ordre public. Donc vraiment, le code encadre le travail de nuit, on y viendra par la suite, et l'accord devra respecter ces règles, qui sont des règles non négociables. Après, à défaut d'accord, parce que le travail de nuit, s'il n'a pas été mis en place dans l'entreprise par accord, si l'accord a échoué ou où il n'y a pas eu de négociation, le travail de nuit pourra être mis en place sur autorisation de l'inspection du travail. Et dans ce cas-là, ce seront les dispositions supplétives qui s'appliqueront. Donc ça, c'est peut-être la partie un peu plus technique, mais j'y reviendrai par la suite quand on rentrera dans les définitions. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de réglementation travail de nuit, c'est toute une organisation un peu tripartite avec finalement deux cas de figure, soit un travail de nuit mis en place par accord et on respecte les dispositions d'ordre public, soit du travail de nuit mis en place sur autorisation de l'inspecteur du travail, et dans ces cas-là, on va appliquer les dispositions supplétives qui sont un peu plus spécifiques. Alors concrètement, quels sont les principes fondamentaux pour mettre en place du travail de nuit dans une entreprise, puisqu'il y a quand même un cadre qui est posé. Donc déjà, ce qui est important de retenir, c'est que le travail de nuit ne peut pas être un mode d'organisation normal. Ça ne peut pas être une entreprise, ça ne peut pas être son mode classique d'organisation. Il faut vraiment que le recours au travail de nuit reste exceptionnel. Et ça, c'est un élément qui est rappelé fréquemment par les magistrats dans le cadre de contentieux. Le deuxième critère, c'est qu'il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le troisième critère, c'est qu'il faut que le travail de nuit soit mis en place avec la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Et donc ça, c'est effectivement également un des critères qui donne lieu à beaucoup de contentieux, puisque cette appréciation de la continuité de l'activité économique peut donner lieu à des appréciations diverses d'une entreprise à l'autre. Par exemple, dans l'affaire que je vous évoquais en introduction sur l'affaire dite Sephora, où effectivement, en fait, l'enseigne voulait continuer à ouvrir ses magasins la nuit sur l'avenue des Champs-Élysées. Et c'est vrai que la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas lieu. L'activité ne justifiait pas une ouverture de nuit. Et comme argument inverse, l'enseigne, pour elle, considérait que justement le fait d'ouvrir la nuit, ça lui permettait d'assurer cette continuité de l'activité économique, puisqu'effectivement la nuit, ça lui permettait de dégager un chiffre d'affaires plus important, ça lui permettait d'assurer des livraisons qu'elle ne pouvait pas faire le jour. Donc c'est vrai que cette notion de continuité de l'activité économique peut donner lieu à interprétations diverses et variées, mais on constate quand même que la Cour de cassation reste assez, on va dire, stricte, entre guillemets, sur son appréciation, puisque dans l'affaire justement dite de Sephora, elle a considéré que ce n'était pas, que le travail de nuit n'était pas indispensable et qu'une organisation de jour pouvait tout à fait être mise en place. Donc ça, c'était notre troisième critère. Et enfin, ce qu'il faut savoir également, c'est que le travail de nuit, il n'y a pas d'interdiction, enfin il peut être mis en place pour tous les hommes, les femmes, il n'y a pas d'interdiction spécifique. La seule interdiction qui existe, c'est pour les jeunes travailleurs, donc de moins de 18 ans, où là il y a une interdiction du travail de nuit. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails, les exceptions possibles. Dans le temps qui m'est imparti, on va voir les grands principes qui s'appliquent. Donc concrètement, qu'est-ce que le travail de nuit? C'est vrai qu'on est là, on va parler toute la journée de travail de nuit, de travailleurs de nuit, mais de quoi s'agit-il? Parce que c'est vrai que d'un point de vue juridique, le travail de nuit, comme je vous le disais, il est borné par des horaires. Et donc le Code du travail et nos dispositions d'ordre public prévoient que le travail de nuit, ça va être le travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. Donc ça, c'est le premier critère d'ordre public. Et le deuxième critère, il devra commencer donc au plus tôt à 21 h et s'achever au plus tard à 7 h. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça ce sont les dispositions d'ordre public. C'est-à-dire que si le travail de nuit est mis en place dans une entreprise par un accord, il faudra nécessairement que cet accord prévoie une période de nuit respectant ces conditions-là. Donc, par exemple, on pourrait tout à fait avoir un accord qui prévoit comme période de nuit le laps de temps 21h30, 6h30, 21h, 6h, 22h, 7h. On est bien dans les critères. On a bien nos 9 heures consécutives, notre intervalle minuit 5h, ça veut dire que ça commence bien après 21h et ça finit bien après 7h. Donc vous voyez, c'est vraiment l'accord qui respecte les dispositions d'ordre public. Deuxième cas de figure, si on n'a pas d'accord, si l'accord a échoué, etc., et que le travail de nuit est donc mis en place dans l'entreprise sur autorisation de l'inspecteur du travail,
dans ce cas-là, comme je vous le disais tout à l'heure, on va appliquer les dispositions supplétives. Et donc, à défaut de convention ou d'accord, le travail de nuit, ce sera le travail accompli entre 21h et 6h. Donc là, c'est vrai que c'est peut-être la définition un peu technique à comprendre sur le calcul du travail de nuit, mais il faut vraiment juste retenir les deux cas de figure. Voilà, les accords qui respectent les dispositions d'ordre public, et à défaut d'accord, on applique, et le travail de nuit, ce sera la période 21h-6h. Donc ça, c'est notre définition du travail de nuit. Après, pour être considéré comme travailleur de nuit, il faut quand même que le travailleur ou que le salarié présente une certaine régularité. Ce n'est pas en faisant une fois de temps en temps de quelques heures de nuit qu'il pourra bénéficier de la qualification de travailleur de nuit et pouvoir bénéficier derrière de droits, garanties spécifiques prévus par la réglementation notamment. Donc là, des conditions sont également posées pour être travailleur de nuit et va être considéré donc comme un travailleur de nuit dès lors qu'il va travailler donc 2 fois par semaine au moins 3 heures de nuit, 3 heures de travail de nuit quotidienne. Ou deuxième condition, ce sera en fonction de ce que prévoit l'accord dans un cadre qui sera bien encadré, à savoir 270 heures sur 12 mois consécutifs. Donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est on a notre définition du travail de nuit, et après pour être qualifié de travailleur de nuit, il va falloir avoir réalisé un certain nombre d'heures sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour ensuite bénéficier de cette qualification de travailleur de nuit et bénéficier derrière de dispositions spécifiques que je vais vous évoquer par la suite. Donc juste quelques mots, si le travail de nuit est mis en place par un accord, un accord d'entreprise, une convention, qui va mettre en place le travail de nuit, il va falloir que cet accord prévoie un certain nombre d'éléments, notamment qu'il justifie pourquoi l'entreprise a besoin de recourir au travail de nuit. La définition de la période de travail de nuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en respectant nos dispositions d'ordre public, les bornes horaires 21h-7h et les 9h, etc. Il faudra également prévoir des contreparties, que ce soit du repos, soit une contrepartie salariale, sachant que la réglementation n'apporte pas plus de précision sur la compensation salariale pour le travail de nuit. Il va falloir également prévoir des mesures pour améliorer les conditions de travail, pour faciliter l'articulation activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle, faciliter, assurer l'égalité professionnelle homme-femme et organiser des temps de pause. Donc ça, c'est vraiment des critères qui sont strictement marqués dans le Code du travail, qui devront se retrouver dans un accord mettant en place du travail de nuit dans une entreprise. Et donc, parallèlement, à défaut d'accord, si l'accord n'a pas abouti, il faudra quand même que l'employeur démontre qu'il a engagé loyalement et sérieusement des négociations. Ce sera l'inspecteur du travail qui autorisera la mise en place du travail de nuit, donc avec l'application de nos règles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dites supplétives. Donc, quelques mots sur les dispositions spécifiques. Après, il faut savoir qu'il y a une durée quotidienne de travail qu'il va falloir respecter, donc maximum 8 heures par nuit, avec, comme je vous le disais, une autorisation possible de l'inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, permettant de dépasser ces 8 heures. Il ne faudra pas dépasser 40 heures sur 12 semaines et prévoir des repos compensateurs ou des compensations salariales. Donc, dès lors qu'on va avoir cette qualification de travailleur de nuit, il faudra que toutes ces dispositions soient respectées dans l'entreprise. Donc, un élément aussi assez important et donc vraiment spécifique au travail de nuit, ça va être toute la protection médicale qui va être mise en place pour les travailleurs de nuit, puisque effectivement, on a bien conscience que ce n'est pas un mode d'organisation classique, standard, avec des répercussions sur la santé. Donc la réglementation s'est adaptée au regard de ces éléments. Et donc, on a un certain nombre de dispositions spécifiques, notamment le médecin du travail qui doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit. Si son état de santé l'exige et que le médecin du travail constate que l'état de santé l'exige, il pourra être transféré sur un poste de jour. Et après, en ce qui concerne le suivi, donc ce qu'on appelle le suivi médical, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à fin 2016, on avait ce qu'on appelait une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs de nuit. Depuis le janvier 2017, il y a eu une réforme sur le suivi médical et les modalités ont changé. Donc, désormais, tous les travailleurs de nuit vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle donc, une visite d'information et de prévention, qui va être une visite qui sera faite par un professionnel de santé. Donc, ce sera le médecin du travail, le collaborateur, l'interne, un infirmier. Et donc, ce n'est pas un suivi classique, c'est un suivi qui est généralement appelé un suivi adapté, dans le sens où, normalement, la visite d'information et de prévention, elle se fait normalement
dans les 3 mois qui suivent l'affectation au poste. Et là, pour le travail de nuit, au regard des spécificités, cette visite devra être faite préalablement à l'affectation sur le poste. Donc c'est vraiment la particularité à retenir. Et la deuxième particularité à retenir, c'est que normalement, dans un suivi classique, on va avoir une périodicité maximale de renouvellement des visites qui sera de 5 ans. Et là, pour le travail de nuit, la périodicité ne devra pas excéder 3 ans. Donc c'est vrai que c'est un suivi un peu plus adapté, avec une visite préalable à l'affectation et renouvelée dans un délai maximal de 3 ans. Sachant que, voilà, en parallèle, hein, le médecin du travail peut toujours proposer examen complémentaire, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions spécifiques prévues par la réglementation qui prévoient le retour au travail de jour, hein, puisqu'effectivement, on ne va pas pouvoir imposer non plus à un salarié de rester en travail de nuit dans certains cas. Et on a notamment des dispositions qui s'appliquent en raison d'obligations familiales impérieuses. C'est-à-dire que si le travail de nuit s'avère incompatible avec, par exemple, la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra tout à fait refuser le passage de travail en travail de nuit, et ce refus ne pourra en aucun cas justifier un licenciement, ou enfin être un motif de licenciement ou constituer une faute. On a aussi le cas des salariés enceintes, hein, en cas de grossesse et de maternité, où effectivement la salariée enceinte pourra voilà, tout à fait demander à être affectée temporairement sur un poste de jour en cas de travail de nuit, à sa demande, voire sur proposition du médecin. Et enfin, donc pour finir ce petit cadre juridique sur le travail de nuit, quelques mots sur le dispositif pénibilité, qui a également subi tout un lot de modifications réglementaires sur ces dernières années. Donc ce qu'il faut qu'on retenir, c'est qu'effectivement, hein, le travail de nuit, tout comme le travail en équipe successive alternante, mais là c'est vrai que je me suis surtout intéressée au travail de nuit, est considéré comme facteur dit de pénibilité, qu'on appelle aujourd'hui des facteurs de risque professionnel, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le terme pénibilité a disparu des termes du Code du travail et de la réglementation, mais on va garder ce mot-là pour plus de simplicité. Et donc, concrètement, le travail de nuit, donc, pour être éligible à ce dispositif, hein, qui va être un dispositif qui va permettre de pouvoir bénéficier, dans certains cas, de mesures de compensation, de formation, de départ anticipé à la retraite. Pour être éligible, donc en ce qui concerne le travail de nuit, il faudra que le salarié ait travaillé 1 heure entre minuit et 5 heures, 120 nuits par an. Donc ça, c'est vraiment les seuils qui sont fixés par la réglementation. Donc, j'y reviens par la suite. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est des seuils dits de pénibilité. Mais vraiment, l'élément à comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment des mesures dites de prévention, hein, dans le sens où même si l'employeur n'identifie pas de risque constitutif et facteur de pénibilité, hein, si on ne rentre pas dans ces critères, 120 nuits par an, entre minuit et 5 heures, l'employeur il va quand même conserver son obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Il va rester tenu d'évaluer les risques, de retranscrire les résultats, prendre les mesures nécessaires. Là, on est vraiment dans la pénibilité, dans un dispositif, on va dire, parallèle de compensation pour pouvoir bénéficier de mesures de compensation. Mais c'est vraiment autre chose que nos mesures de prévention qui restent, en tout état de cause, à la charge de l'employeur, enfin, sous la responsabilité de l'employeur. Donc concrètement, si l'employeur constate qu'il est dans ces seuils, hein, donc 120 nuits par an, avec un certain nombre d'heures entre minuit et 5 heures, la démarche qu'il va devoir adopter, il va devoir identifier les risques dans son document unique. Donc concrètement, il va se demander, voilà, est-ce que dans mon entreprise, dans mon établissement, certains travailleurs remplissent ces seuils, hein? Est-ce qu'il y a du travail de nuit? Est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que mes salariés dépassent ces seuils? Est-ce qu'ils travaillent plus de 120 nuits par an, etc. Et à partir de là, il pourra procéder à une déclaration, puisque sur le thème de la pénibilité, on va procéder à une déclaration dématérialisée qui aujourd'hui se fait via la déclaration sociale nominative. Et l'employeur, du coup, pourra déclarer le dépassement à ces seuils afin que derrière, le salarié puisse bénéficier d'un certain nombre de mesures de compensation. Donc ça, c'était vraiment la pénibilité en accéléré, on va dire. Je pourrais répondre à vos questions par la suite s'il y en a. Ce qui est important de comprendre, voilà, c'est que c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, il faut vraiment séparer prévention, mesures de prévention et mesures dites de pénibilité.
et garder en tête cette obligation générale à prendre en compte dans le cadre de la démarche. Donc j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le cadre juridique. Je serai à votre disposition donc, pour répondre à vos questions tout à l'heure. Voilà.